Eh, dites... Oh, chier. Eh, dites, je peux vous parler un peu de mon enfance? Oui? Génial! Alors aujourd'hui, on va parler des cassettes de mon enfance. J'avais prévu d'en montrer que 4, histoire que ce soit pas une vidéo de 3 heures. Mais la 4e m'a posé quelques soucis et du coup, je vais en reparler après, quoi. Cette vidéo va mélanger plusieurs approches. Je vais d'abord aborder l'aspect technologique, c'est-à-dire comment j'ai fait pour enregistrer mes cassettes et pouvoir du coup vous montrer des images. Et puis après, on verra tout simplement le contenu de ces cassettes. Mais d'abord, parlons technologie. Certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes pour les avoir connus, mais j'ai eu la chance, on peut dire ça, d'avoir regardé mes premiers dessins animés non pas sur des DVD ou des Blu-ray, mais sur des cassettes VHS. Alors, une cassette VHS, ça ressemble à ça. C'est un gros machin en plastique avec une bande magnétique enroulée à l'intérieur. Contrairement à un CD, un DVD ou un Blu-ray, qui sont des formats dits numériques, la cassette VHS est un format analogique. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker des 0 et des 1, on va stocker un signal continu qui va représenter la vidéo. Pour illustrer, c'est un peu comme quand vous faites un graphique en maths. L'analogique, ça va être une courbe continue, comme par exemple ici, une sinusoïde. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de x et vous aurez sa valeur y. Le numérique, ça va être une approximation de cette courbe. On va placer un certain nombre de points à intervalles réguliers et on fait une approximation des valeurs entre ces points en les reliant soit directement comme j'ai fait, soit en simulant la courbe avec une approximation de Bézier, selon le résultat attendu. S'il y a assez de points, on ne voit quasiment pas la différence avec la courbe réelle, voire pas du tout. Comment on sait qu'il y a assez de points ? En très gros, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté entre l'échantillonnage et l'approximation que l'on peut faire. Par rapport au format actuel, la cassette VHS possède une assez basse définition, équivalent à du 342 pixels par 288, ce qui correspond à ça par rapport à un écran 1080p standard. Et bien entendu, c'est étiré sur toute l'image, et évidemment en 4/3. Mais il ne faut pas oublier que ce format date des années 70, à une époque où les télés étaient assez petites. Et il a quand même survécu jusqu'aux années 2000, après quoi il a été supplanté par le DVD. Et du coup, ça m'a permis de connaître un peu ce format, avant qu'il meure, définitivement. Mais du coup, comment j'ai fait pour capturer l'image de ces cassettes VHS pour les montrer dans cette vidéo? Il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est filmer son écran. C'est la pire de toutes et si vous pouvez l'éviter, ne le faites pas tout simplement. La deuxième, c'est d'utiliser un convertisseur de signal composite, ou Péritel, vers USB, qui avec un logiciel de capture sur votre ordinateur vous permettra de récupérer la vidéo de la VHS. C'est une façon potable de faire, mais il va y avoir quelques pertes à cause du signal qui passe par les câbles. Et vous avez la troisième technique, qui est celle que j'ai choisie, c'est d'enregistrer directement la cassette VHS sur un DVD avec une machine spéciale. On peut faire ça à l'aide d'une machine qui fait à la fois magnétoscope VHS et lecteur-enregistreur DVD. Ces machines ont été créées dans le but de transférer de la vidéo sur VHS sur DVD, et donc il n'y a pas mieux. Alors moi je ne possède pas ce genre de machine, mais mes grands-parents oui. Il m'a donc suffi de me rendre chez eux et d'enregistrer mes cassettes sur des DVD là-bas. D'ailleurs, les cassettes étaient stockées chez mon autre grand-mère. Vous savez, on en a deux des grand-mères. Si l'une des deux n'est pas morte avant. Ah, les grands-parents. Quand tu vas chez eux, tu remontes littéralement dans le passé. Les vieux meubles, les vieux accessoires, les vieilles personnes, tout simplement. Et du coup, je crois qu'on en a fini avec les explications technologiques. Ah non, j'ai oublié un dernier truc. La fameuse cassette que j'ai pas pu enregistrer. Les VHS ont beau être un format analogique, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de protection anti-copie dessus. Bon ok, il n'y en avait pas beaucoup. La plus utilisée était une technologie appelée macrovision. À l'époque de la VHS, son but était de dégrader la qualité de la copie, histoire que la copie soit irregardable. Sur les machines d'aujourd'hui, elles essayent même pas de copier en fait. Elles détectent qu'il y a cette protection et elles refusent de copier.
c'est peut-être pas plus mal. Et cette cassette, c'était une compilation de courts-métrages de Mickey. Tout compte fait, en fait, venant de Disney, ça m'étonne même pas qu'il y avait des protections anti-copie. C'est marrant parce que ces cassettes-là, bah, ils en avaient pas. Ils se sont pas fait chier. Donc, parlons un peu du contenu de ces cassettes. On va commencer par Tom et Jerry, si vous voulez bien. Tout le monde les connaît, mais on va quand même faire un rapide résumé. Tom et Jerry, ce sont ces dessins animés mettant en scène Tom, un chat, et Jerry, une souris. Évidemment, de par la nature des deux animaux, Tom essaie d'attraper Jerry, ou au moins cherche à s'en débarrasser. Mais bien souvent, c'est la petite souris qui lui en fera voir de toutes les couleurs. Pas toujours, cela dit. Parfois, Tom arrive à ses fins. J'ai 2 cassettes de ces sapes-cripants, et on va commencer par la soupe au chat. C'est marrant parce que ça fait penser à la soupe aux choux. Non, tais-toi. Il s'agit d'une compilation de 8 courts-métrages. À noter qu'il y a au total 164 courts-métrages Tom et Jerry. Donc ça fait un panel assez restreint. Tom et Jerry en croisière, datant de 1952. Un truc intéressant dans ce cours, c'est qu'à un moment, on a un film dans le film, avec Tom et Jerry qui regardent un de leurs propres courts-métrages. Tom et Jerry au Texas, datant lui de 1950. Le deuxième court-métrage de la compilation est Tom et Jerry chasseurs de baleines, datant de 1962. On notera qu'il a un style bien différent des autres dessins animés de la compilation. Ensuite, on a Un petit canard bien encombrant, datant de 1958. Pas grand chose à préciser à part que Tom et Jerry s'allient pour virer un caneton au lieu de se faire des crasses entre eux. Après ça, on a Tom et Jerry dansent, datant de 1956. Pareil, pas grand chose à dire, sauf que là, on a un ours qui aide Jerry à se débarrasser de Tom. Le cinquième cours est Tom receleur malgré lui, datant de 1950. Rien de bien marquant là-dedans. Le sixième... Ah, c'est Tom Robinson, qui date de 1951, et qui expose des stéréotypes racistes. En effet, dans ce court-métrage, on a Jerry qui nous fait une blackface, avec le cliché des noirs avec leurs os sur la tête, et habillé de feuilles et agressif. Mais le pire, c'est à la fin. Ils en remettent une couche en confirmant le cliché avec des vraies personnes noires, et ils leur ajoutent en plus le cliché des grosses lèvres et des trucs à travers le nez. Ouais, on s'en serait passé de celui-là. D'ailleurs, il est plus diffusé à la télé. Jamais. Fini. L'avant-dernier court-métrage est Le Journal de Jerry, datant de 1949. Il s'agit d'un regroupement de scènes de courts-métrages plus vieux, avec entre chaque, Tom qui est montré lisant le journal de Jerry, d'où le nom. Les scènes proviennent des courts-métrages Tom et Jerry Golfeur, de 1945, Jerry ne se laisse pas faire, de 1944, Amour Amour, de 1946, et La souris part en guerre, de 1943. Enfin, le dernier court-métrage de cette compilation est La souris blanche, de 1953. Ce dessin animé utilise une ironie dramatique. Le spectateur voit Jerry se retrouver peint en blanc à cause de cirage à chaussures blanc, tandis que Tom ne le voit pas. Au même moment, Tom entend à la radio qu'une souris blanche explosive s'est échappée d'un laboratoire. En voyant Jerry, dont il ne sait pas que c'est Jerry, Tom prend peur et Jerry lui en fait voir de toutes les couleurs. Et couleurs, blanc, tout ça. Pour en finir avec cette compilation, on notera que tous les courts-métrages ont été réalisés par Hanna-Barbera, qui sont les créateurs de Tom et Jerry, sauf un. Ce court-métrage, c'est Tom et Jerry chasseurs de baleines, qui est réalisé par Gene Deitch. Bon, ça s'écrit comme ça, d'où le style très différent. Passons maintenant à la deuxième compilation Tom et Jerry, Course-poursuite en délire, ou, si on en croit le titre de la cassette, Tom and Jerry Greatest Chases. Accent sur 20. Cette compilation contient 12 courts-métrages. Avant d'aborder le contenu en lui-même, on peut se pencher sur les bandes annonces de la cassette? Bon allez, on fait ça. Ça commence avec une pub pour les qualités du DVD, avec un montage très rapide et une tentative désespérée de faire paraître la qualité visuelle et auditive d'un DVD, tout en le faisant sur une VHS. Et en plus, il y a une erreur dans la pub. Si tu doubles la quantité de pixels en largeur et en hauteur, tu quadruples la qualité d'image. Pas double.
D'ailleurs, je trouve l'ironie assez parfaite que pour pouvoir vous montrer ça, j'ai dû enregistrer la cassette sur un DVD. Allez, la suite. Une bande-annonce d'un film totalement oublié, Mon chien Skip, avec l'acteur de Malcolm dedans. Voilà. Next. Oh, une bande-annonce du deuxième film Pokémon avec Richard Darbois en voix off, je crois. Je vous laisse en juger. Je suis désolé, mais j'aime pas beaucoup Pokémon, et déjà à l'époque, j'ai mes moyens. Next. Ah, bah c'est fini. Il n'y avait pas beaucoup de bandes-annonces en fait. Bon, on passe en contenu. Alors on va commencer par évoquer le fait que le journal de Jerry fait partie des courts-métrages, ce qui fait un doublon. On en a déjà parlé, donc on va passer à la suite. À moins que... Dans ce cours-là, il était fait mention d'autres courts-métrages, dont 3 font partie de cette cassette. La souris part en guerre, Tom et Jerry golfeur et Amour Amour. Allez, ça fait 4 dessins animés en moins. Wouh! Les autres courts-métrages sont Tom et Jerry et le crabe de 1947, le concerto du chat de 1946, ça doit être mon préféré entre les deux compiles, La biffe et le moine de 1944, La souris valseuse de 1953, Dr Jekyll et Monsieur Souris de 1947, La souris dans Manhattan de 1945, Le petit orphelin de 1949 et Jerry trouve un allié de 1948. Et en bonus, nous avons un dessin animé de Titi et Grominet, Grominet au zoo, ou Zozio au zoo dans la cassette, datant de 1957. Alors pourquoi un dessin animé de la Warner se retrouve à la fin d'une cassette de dessin animé MGM? Eh bien parce que la MGM, après de nombreux problèmes financiers, a fini par revendre ses droits à la Warner, et c'est aussi pour ça que les 2 cassettes Tom et Jerry que je vous ai montrées portent le logo de la Warner et pas celui de la MGM. J'ai été beaucoup plus rapide pour parler des courts-métrages parce que j'ai pris pas mal de temps pour parler des bandes-annonces, et que sinon, à part parler de ce qui se passe dans les courts-métrages, j'ai rien à dire. Et d'ailleurs, parler de ce qu'il y a dans les courts-métrages, ça n'a aucun intérêt. Parce que le mieux c'est de les voir. Plutôt que j'en parle. Mais si j'ai parlé des bandes-annonces sur cette cassette, c'est parce que la dernière cassette possède exactement les mêmes bandes-annonces, donc j'ai pas à faire doublant, et que la cassette en question est, je crois, ma cassette préférée de cette sélection. Enfin, même pas je crois. Puisqu'il s'agit de Bugs Bunny Roadrunner Movie. Ou si on s'en fie à la cassette, Bugs Bunny, il court! Ou encore, si on se fie... Non, pas juste le Roadrunner Movie, justement, il est sur la cassette. Mais si on se fie, par exemple, sur Internet, on peut aussi le trouver sous le nom du film Poursuite. De Bugs Bunny, le film Poursuite. Et cette compilation date de 1979. Parce que s'appelait film, car entrecoupé de séquences exclusives, mais tu peux entrecouper tes courts-métrages avec les séquences les plus qualitatives que tu veux. Si le cœur du film, c'est les courts-métrages, ça reste une compilation. Je suppose que vous connaissez bien les Looney Tunes, mais encore une fois, je vais faire un petit résumé. Les Looney Tunes, c'est une série de dessins animés rivales de Tom et Jerry. Donc on retrouve des poursuites avec différents personnages, souvent humains contre animal anthropomorphisé, mais on retrouve également des dessins animés plus basés sur le rythme avec la musique et un humour jouant avec le 4e mur. Les Looney Tunes, c'est aussi une galerie de personnages, dont le plus connu est bien sûr Bugs Bunny, régulièrement accompagné par Daffy Duck, et aussi le duo Bip Bip et Coyote. Pour en revenir à notre compilation, elle est composée de 12 courts-métrages, avec pas moins de 25 minutes consacrées à Bip Bip et Coyote à la fin de la cassette, avec le dessin animé Opération Lapin faisant la transition. Puisque dans ce dessin animé, Coyote essaie de manger Bugs Bunny à la place du Bip Bip. Parmi les autres courts-métrages, nous avons Conflit de canard, La guéguerre des étoiles, Duck Dodgers au 24e siècle et demi, Daffy des bois, Faut savoir ce qu'on veut, aussi appelé Farce au canard, Bunny Toréador, Ali Baba Bunny, Chassé croisé, Roland d'amour, Bugs Bunny Casse-Noisette et Quel opéra docteur. À noter que depuis tout à l'heure, je me base sur Wikipédia pour les noms des courts-métrages.
car à l'intérieur des cassettes elles-mêmes, la voix off a tendance à changer les noms, comme Quel opéra docteur, qui est appelé dans la cassette Quoi de neuf, chanteur? Je vais pas détailler chaque court-métrage, mais je vais quand même parler du début du film, qui comporte une séquence que je ne peux pas m'empêcher de reproduire. Il y a très longtemps, dans un univers très lointain. Et je vais parler aussi du doublage du film. Vous le savez peut-être déjà, mais dans les années 90, suite au regain de popularité des Looney Tunes, qui fait suite à la sortie de plusieurs séries produites par Spielberg, des pubs et une autre d'1h20, Warner a décidé de redoubler l'intégralité de ses cartoons, et c'est aussi le cas de cette cassette datant de 2001. Par exemple, à l'origine, Bugs Bunny était doublé par Guy Pierrot, mais depuis la sortie de Space Jam, il est doublé par Gérard Surug. Étant né en 98, je n'ai jamais connu d'autres voix que les voix actuelles. Et ce n'est que récemment avec Internet que j'ai pu voir certains des cartoons avec les voix d'origine. Cependant, je peux parfaitement comprendre que les gens n'aiment pas ce redoublage, parce qu'il efface le travail des précédents comédiens de doublage. Parce que l'ancien doublage n'est pas disponible sur les DVD récents. De même, je suis tombé sur des doublages plus récents de certains cartoons, et je ne les apprécie pas car les traductions sont différentes de celles que je connais, et que je trouve meilleures d'ailleurs. Un exemple. J'ai trouvé une version plus récente de Bunny Toréador. Dans la version qui se trouve sur ma cassette, on peut entendre le running gag de Bugs Bunny, qui se retrouve pas du tout là où il voulait être. Ah, je le savais, j'aurais dû tourner à gauche à Albuquerque. Mais dans la version que j'ai trouvée sur internet, on peut entendre... Je savais que j'aurais dû prendre à gauche à la sortie de Chicago. Et voilà, les traducteurs ont ruiné le running gag de Bugs Bunny. Si tu changes la ville d'où Bugs Bunny est censé tourner, ça marche moins bien. Le running gag, c'est qu'il se plante tout le temps à Albuquerque. Si tu mets Chicago, voilà, si un coup c'est Chicago, un coup c'est Albuquerque, c'est juste, voilà, il connaît pas son chemin et du coup il se perd. S'il se trompe toujours à Albuquerque, bah c'est déjà plus drôle. À moins que ce soit l'inverse. S'il faut, c'est dans le redoublage d'origine, qui serait donc la version que j'ai trouvée sur internet, qu'ils font l'erreur, et ils l'ont corrigé dans la cassette que j'ai. C'est pas impossible. Si je me fie au site Planète Jeunesse, le doublage est différent entre le film et les courts-métrages d'origine, à part pour Quel opéra docteur. Mais du coup, je pourrais jamais vraiment savoir lequel est plus récent entre les deux en fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu l'idée de cette vidéo un peu sur un coup de tête, enfin, ça m'est venu et du coup je l'ai réalisé comme ça. Et du coup ça rentre pas dans une émission, ça rentre nulle part, ça rentre dans aucune case de ma chaîne, je suis assis sur une chaise mais c'est ma chaîne sur laquelle je poste des vidéos. Je pense pas que je vais refaire une vidéo de ce genre-là de sitôt. Peut-être que ça arrivera un jour sur un jeu de mon enfance ou quelque chose comme ça. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et voilà, c'est un rap. C'est un wrap.